Beaucoup pour votre attention. Je vais maintenant céder la parole à notre admiratrice. Ouais, ça c'est moi. Notre animatrice ce matin, une personne que j'admire beaucoup, une importante militante pour les droits des personnes trans et queer, la directrice générale de Queer Momentum, Faye Johnston. OK, on va voir si je suis capable d'introduire mon ami Céleste en français. J'espère que je suis capable, mais on va voir bientôt. Merci. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre session au sujet des personnes trans, la loi et l'avenir trans avec Céleste Trianon. Comme on a dit, mon nom c'est Faye Johnston, je suis la directrice générale avec Queer Momentum et ce matin, j'ai le plaisir d'être votre modératrice. Céleste Trianon est un militant et juriste transféminine ouvrant au Québec et à travers le Canada. Fondatrice de sa propre clinique juridique, créatrice de ressources et activiste avant-gardiste aux front lines de la communauté, elle rêve à un monde où la justice n'est pas seulement un concept théorique pour la communauté trans, mais plutôt une réalité vécue. Notre présentation, ça va être environ 45 minutes avec 15 minutes après pour des questions. Alors, merci, je vous invite à me rejoindre, à dire bonjour et welcome Celeste with me. Thank you very much. Bonjour. Comment allez-vous? J'en vois quelques personnes qui disent qu'elles sont fatiguées. Ça se comprend. Il est 9 h du matin, puis je suis sûre qu'il y a bien du monde qui sont bien jet lagués à cette heure. Donc, si vous avez besoin de vous reposer, n'hésitez pas non plus. Comment ça va? Comment est-ce que vous vous sentiez à cette heure? Comment est-ce que vous gérez cette année? Honnêtement, cauchemardesque pour plusieurs. Même les dernières semaines. Comment est-ce que les dernières semaines se sont passées pour vous autres? Des semaines qui peuvent facilement et raisonnablement mener à perdre espoir, tiens. Est-ce que vous avez eu la chance de parler à une amie, ou deux, ou plusieurs? En jaser avec tes proches, surtout celles qui sont trans elles-mêmes? Et surtout, est-ce que ça va, vous autres? Est-ce que vous survivez malgré tout? Parce que je suis bien contente que vous autres, vous êtes en vie à cette heure, puis j'aimerais bien ça que ça continue. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Puis je sais que malgré tout ça, il y a l'espoir dans ce monde-ci. Puis avant que je ne commence ma présentation sérieusement, j'aimerais bien ça vous dire que je sais que les temps peuvent paraître difficiles à cette heure, mais on va s'en sortir. On a déjà milité à de maintes reprises durant de nombreuses générations. Ça fait des millénaires que les personnes trans ont eu une existence documentée et peut-être des centaines de milliers d'années que les personnes trans ont existé. On ne va jamais savoir, mais les personnes trans ont existé time immemorial, puis c'est certain que ça continue. Ça continue, puis on va survivre ensemble. On va être fortes ensemble. Maintenant, voyez-vous qu'est-ce qui est sur l'écran ici? Premièrement, je sais que ça peut faire peur, le statu quo. Danielle Smith qui annonce non seulement un seul projet de loi anti-trans, mais trois. 3 projets de loi anti-trans interdisant, entre autres, les soins de santé transaffirmatifs pour les jeunes de nos communautés, une première au Canada. Introduisant des lois forçant le outing de nos jeunes, de nos enfants, à leurs parents, aux personnes qui sont proches d'eux. Ainsi que des interdictions sur la participation publique des femmes trans, en premier dans le sport, mais nous savons tous que ça a éventuellement mené à des interdictions bien plus larges que ça. Vous voyez comment est-ce que l'espoir, c'est pas facile à conserver non plus. Là, vous voyez en bas à gauche, c'est une nouvelle que j'ai clippée du T il y avait quelques semaines. Est-ce qu'il reste de l'espoir pour les personnes trans en Colombie-Britannique? Les élections récentes ont fait peur, n'est-ce pas? Le fameux comité de sages sur l'identité des gens au Québec, qui, selon certaines, risque de devenir un peu comme le Cast Reviews Québec. Ça fait peur, n'est-ce pas? Puis l'éléphant dans la salle. L'élection à notre fasciste favori aux cheveux blonds,
ainsi que disons, son petit body, assez embêtant, qui va probablement criminaliser la transude en son entièreté aux États-Unis. C'est une situation épeurante. J'espère bien que vous vous débrouillez malgré ça. Nous savons que la haine trans, c'est un export. C'est aussi quelque chose qui se crée ici. Et nous savons qu'avec la haine qui, en ce moment, monte partout au monde et qui est créée aux États-Unis, ça va nous affecter ici. Et ça va tellement causer la douleur. J'en ai déjà vu des personnes qui commencent à perdre espoir, des personnes qui essaient de faire tout. Puis c'est justement à cause de ça que je me suis dit, ça va être aussi important pour moi à vous présenter un peu le status quo entre le droit et les personnes trans. C'est-à-dire, personnes trans, le droit puis nos futurs. Parce que, tiens, le droit ne va pas nous sauver. C'est une chose que j'aimerais dire très clairement. Le droit ne va pas nous sauver. The law won't save us. Mais en même temps, c'est possible de se défendre avec le droit. C'est possible de s'équiper. C'est possible d'avoir des mesures, de créer des mesures, de bâtir front commun afin de justement freiner, puis dire non à la haine, à refuser ça, à refuser un monde dans lequel nous serions forcés à rentrer dans le placard. Nous sommes sortis, n'est-ce pas? On ne va jamais y rentrer. OK. Je pense qu'il est peut-être temps que je m'introduise. C'est Estriano, pronom elle, militante, juriste transféminine, un peu embêtante aussi, également membre de Lawyers Against Transphobia, avocate contre la transphobie, et plusieurs autres groupes de défense des droits des personnes trans un peu partout au Canada. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais notamment souligner le fait que, présentement où nous sommes situés sur des territoires autochtones non cédés, ayant été volés, stolen. Des peuples du Salish de la côte, en particulier les nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Et je souhaite également souligner le fait que moi, j'habite moi-même sur des terres non cédées, colonialement connues sous le nom de Montréal, mais qui est connu sous son nom original de Kalingahaga, de Tiohtià:ke, des terres traditionnellement gardées par les Kalingahaga sur lesquelles je travaille. Le droit tel que nous le reconnaissons ici au soi-disant Canada, c'est un système. C'est un paradigme colonial. La loi était et continue d'être l'outil légiférant comme des formes de violence indescriptibles, inconsciables. La loi a permis justement à imposer des formes de marginalisation extrême sur nos communautés autochtones, notamment sous la forme du génocide qu'étaient les écoles résidentielles, ainsi que d'autres pratiques barbares, notamment la loi sur l'immigration chinoise, ainsi que l'emprisonnement des Canadiens d'origine japonaise dans les années 1940. C'est une violence qui continue de nos jours, incluant sous la forme de déportation, sous la forme de brutalité policière et d'autres formes de violence étatique. J'aimerais souligner le rôle que les lois et que le droit jouent dans ça. Et je souhaite aussi remarquer d'à quel point est-ce que les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation n'ont pas fait l'objet d'implémentation. Et j'ajoute qu'en tant que travailleurs œuvrant au sein de nos communautés marginalisées, de communautés marginalisées, et notre devoir, c'est une nécessité absolue, d'adresser proactivement l'absence d'action de la part de nos gouvernements, de nos institutions, des milieux dans lesquels nous travaillons. Garde, si tu ne décolonises pas, tu n'as plus de légitimité, OK? Et voici le statu quo des droits des personnes trans au Canada à cette heure. Qui ici a déjà vu cette carte? Ben, du monde. Ben, je veux dire, ça fait peur. Une situation épeurante. Et les lois trans, ce n'est pas un phénomène isolé non plus. Mais avant d'aller plus en profondeur, j'aimerais adresser le fait que, contrairement aux États-Unis puis contrairement à d'autres pays, ici, nous fonctionnons sous une forme de fédéralisme qui fait en sorte, entre autres, que les lois criminelles ne peuvent qu'être adoptées par le Parlement fédéral et que d'autres mesures, telles que, par exemple, les mesures concernant l'éducation, la santé et
ainsi que les droits civils, notamment les lois régissant nos noms et nos identités, sont régis par les provinces. Cette division aussi contribue à comment est-ce que les lois anti-trans sont implémentées au Canada, c'est ce que je vais expliquer tantôt. Également, il faut noter aussi que les lois n'auront jamais d'impact sur une seule personne. Les lois sur le logement, les lois sur l'emploi, tout ça. Des lois concernant les personnes en situation de pauvreté ou en situation d'itinérance. Ça a affecté disproportionnellement notre communauté. J'ai focusé plus sur les lois anti-trans qui ont été introduites spécifiquement pour les fins d'attaquer notre communauté aujourd'hui. Mais c'est une chose est certaine, c'est que la marginalisation de nos communautés est quelque chose de systémique. Donc, comment sommes-nous rendus ici? Vous allez voir sur vos tables une liste de tous les projets de loi et de lois actives anti-trans qui ont été introduits au Canada l'année passée et cette année. Ça effraie, n'est-ce pas? Et ce n'est pas juste des lois explicitement anti-trans telles que ceux en Alberta, ce n'est pas ceux qui ont eu le plus de publicité, mais également de futurs projets qui risquent d'être introduits dans les prochains mois, les prochaines années, tels que, par exemple, une proposition de loi justement pour en guillemets, protéger la liberté d'expression en Alberta, ainsi que d'autres mesures qui vont justement restreindre la capacité de nos communautés à nous défendre. Est-ce que vous, maintenant par hasard, connaissez-vous les jugements portant sur les droits des personnes trans au Canada? Est-ce que vous êtes capable d'en nommer un seul jugement concernant les personnes trans au Canada? Levez votre main. J'en vois quelques hochements de tête. N'importe quel. Oui, bon exemple. Mais j'ai vu vraiment peu de mains qui se lèvent, puis je veux dire, c'est important que nous sachions comment est-ce que nous nous défendons dans nos communautés. C'est important de connaître le cadre dans lequel nous travaillons. Et sur ça, comment est-ce qu'on est arrivé ici? Comment est-ce qu'on est rendu à ce point-ci? L'histoire des personnes trans récente, c'est une histoire qui a commencé avec la pleine de marginalisation. Les personnes trans ont toujours été laissées derrière. Et l'histoire même de la protection des personnes trans par la loi était quelque chose de complètement inconnu, de complètement absent dans les années jusqu'à tout récemment. Ceci, c'est une citation de 1967 concernant justement une femme trans à Montréal qui se fait emprisonner à cause de sa transitude. Imagine donc, ça fait moins de 60 ans depuis ça. Le monde a bien évolué, mais le monde risque aussi de reculer bien vite aussi. L'accès à la justice pour nos communautés n'a jamais été facile non plus. Les personnes trans ont été, pour trop longtemps, forcées dans l'économie informelle. Être forcées à travailler dans le secteur communautaire ou avec des emplois précaires, incluant le travail du sexe. Et c'est quelque chose qui continue de nos jours et qui est particulièrement vrai pour les personnes trans racisées, migrantes, non documentées, qui sont particulièrement exposées à la discrimination, puis justement à des facteurs de risque, des déterminants sociaux de la santé qui font en sorte à ce qu'elles sont forcées à vivre des vies à l'image de la société. Et bonne chance à trouver une avocate aussi si tu te faisais discriminer. Il y a eu quelques publications concernant les droits des personnes trans au Canada dans les années 70, mais c'était toute une autre époque. Les articles de journal à l'époque parlaient pas vraiment des besoins des communautés. Ils adressaient plutôt des questions aussi absurdes que est-ce que c'est un acte criminel d'offrir des chirurgies d'affirmation de genre à des adultes trans qui consentent? D'autres questions, c'est est-ce que ces personnes-ci ont même droit à être reconnues légalement comme elles sont? C'est une époque relativement noire aussi. C'est une époque où est-ce que nos communautés ont été capables de fonctionner de manière souterraine, obtenir des pièces d'identité, à quand même pouvoir survivre, malgré tout. La résilience de nos communautés ne peut être sous-estimée. Mais qu'est-ce qui va arriver dans les 40-50 ans après ça? Va complètement changer la donne au sein de nos communautés. Depuis la fin des années 70, il y a eu
la communauté a commencé à se défendre. Le monde a commencé à utiliser le droit en tant qu'une mesure de protection, de défense, pour s'assurer que justement les personnes trans, les personnes de la diversité de genre puissent pouvoir participer dans la société. Puis même mis à part comme juste des choses ici, comme les enjeux des années 80 et des années 90, c'est un peu les mêmes enjeux que ceux d'aujourd'hui. Le jugement à gauche, c'est une action collective des années 80, 1983, initiée par une femme trans voulant demander l'assurance maladie, à ce que l'assurance maladie du Québec couvre toutes les chirurgies d'affirmation de genre au Québec. Dans les années 1980. Imagine donc la résilience à l'époque, avant même que le droit à l'égalité n'ait été codifié dans la Charte canadienne des droits et libertés. Également, le courage des personnes qui ont mené justement, qui ont piloté les défenses d'elles-mêmes. Ça, c'était quelque chose qui était impossible à une certaine époque. Mais commençant dans les années 80-90, il y aura des cas ici et là de personnes trans qui vont réussir à se défendre, qui vont réussir à revendiquer pour leurs droits, qui vont réussir à justement se protéger contre la haine, à se prévaloir de nos systèmes afin de se protéger. Comme vous pouvez voir ici à droite, c'est un jugement du tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique, où est-ce qu'une femme trans qui s'est fait dénier l'accès aux toilettes va recevoir des dommages et intérêts pour justement la discrimination sur la base du sexe. Et sur ça également, il ne faut pas non plus comme sous-estimer l'impact de la Charte canadienne des droits et libertés. Le texte qui n'était même pas supposé nous protéger en premier, mais qui a réussi quand même à être pris par nos communautés et qui a été utilisé à un tel point où est-ce que ça sert en ce jour en tant que fondement à la défense des droits des personnes trans à travers le Canada. Savais-tu que l'identité de genre n'est pas un motif dans la Charte canadienne? Même l'orientation sexuelle ne figure pas dans la Charte. Beaucoup de monde confuse ça avec la loi sur les droits de la personne fédérale, mais ça, c'est une histoire pour une autre journée. Puis ça explique pourquoi c'est important d'en parler du droit. Mais justement, malgré ça, ce fameux texte qui a été adopté en 82 protège néanmoins la communauté. Il y a eu des personnes qui se sont prévalues de ça à un tel degré assez impressionnant. Puis je vais vous en nommer quelques exemples. Récemment, nous avons eu comme un jugement au Québec, Centre for Gender Advocacy contre le procureur général du Québec, c'est-à-dire Centre de lutte contre l'oppression des genres, qui a réussi à faire légaliser la non-binarité au Québec, a réussi à faire légaliser le fait même d'avoir une mention de sexe X sur ses cartes d'identité, ainsi qu'à offrir d'autres sortes de protections aux membres de nos communautés. Puis cette revendication-ci a mené à ce que, également à la gratuité des premières demandes de changement de la mention de sexe au Québec, une mesure qui a sauvé à des personnes trans plus que 100 000 $ par année. Imagine ça. Puis également, ces droits-ci se sont... Je prends un peu de café. Mais ces droits ont eu beaucoup plus d'attention de nos tribunaux récemment. Un jugement récent, Hansman contre Neufeld, ici en Colombie-Britannique, concernant justement un trustee de commission scolaire transphobe. C'est la première fois où est-ce que la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal de ce soi-disant pays, a reconnu la marginalisation des personnes trans et le fait qu'il y a des personnes qui sont protégées par notre droit, des personnes qui ne sont pas hors la loi, contrairement à toute une époque auparavant. Et ceci, ça peut paraître comme juste un texte, mais je vais vous en nommer d'autres exemples de comment est-ce que nos communautés s'en sont protégées. Disons par exemple, XY contre Ontario, 2012, où est-ce que la loi ontarienne sur les droits de la personne, qui est aussi inspirée par le droit fédéral, a justement déclaré invalide l'exigence d'avoir des chirurgies d'affirmation de genre, c'est-à-dire des chirurgies stérilisantes, afin d'obtenir les pièces d'identité avec la bonne mention de sexe. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment militer en dehors du cadre légal, puis ça explique pourquoi c'est aussi important que ça. Mais également d'autres cas, tels que ici à Vancouver, Dawson versus Vancouver Police Board
un cas où est-ce qu'une femme trans s'est fait dénier ses traitements. S'est fait dénier comme des traitements, entre autres post-vaginoplastie, ainsi que des traitements concernant justement qui sont relatifs à son identité, ainsi que justement le mégenrage, le mérinage systémique par les forces policières. Et dans ce cas-ci, Mme Dawson a réussi à réclamer 15 000 de la police de Vancouver. Et un peu plus récemment, 2018, OJ contre Wildcat, un cas également concernant la diffamation anti-trans, ici à Vancouver, Morgane OJ a réussi à obtenir 55 000 $ en dommages-intérêts de la part d'un des plus grands transphobes du pays, parce que, ce n'est pas une bonne idée d'aller mégenrer une personne dans une salle de cours, tu sais. C'est pas une bonne idée. Mais malgré ça, il est important à noter que ces avancées n'ont généralement que pu bénéficier des personnes les plus riches, les plus privilégiées de nos communautés également. Je sais critique avec ça, mais il faut reconnaître que le droit est un système à de nombreuses vitesses. Comment est-ce que quelqu'un peut aller aux tribunaux? Comment est-ce que tu peux te prévaloir de nos institutions comme ça? C'est en ayant de l'argent, c'est en ayant du privilège, c'est en se connaissant à qui tu peux parler, puis tout. Imagine donc comment est-ce que les personnes trans travailleuses du sexe n'ont pas pu se prévaloir de ces protections-ci à cause justement du fait que les contrats entre TDS et leurs clientes n'ont pas été reconnus jusqu'à tout récemment par nos tribunaux. Comment est-ce que beaucoup de monde se font mégenrer même dans nos salles de cours par des avocates, par des institutions de soi-disant justice. Est-ce que ça, c'est l'accès à la justice? L'exclusion du monde social mainstream, ça exclut nécessairement tout le monde. Ça exclut nécessairement l'accès à la justice et l'accès à des recours, l'accès à des mesures qui vont s'assurer que, justement, le monde puisse s'assurer, justement, que la participation publique puisse être possible. Et c'est ça, les barrières socio-économiques, la pauvreté, accentuée par la discrimination anti-trans, et en particulier la transmisogynie et du transmisogynoir, qui nous mène ici à un système où est-ce que, même si on a des textes comme ça, c'est un système à deux vitesses. Les injustices, ça tue. Je pense notamment en ce moment à la mort de Cissy Thibert, une travailleuse du sexe montréalaise qui a été tuée chez elle en 2017 par un client à Côte-Sabre. Puis, elle n'a même pas eu de respect après son décès, ayant été mégenrée, morinommée, etc., dans les médias. Son tueur ne va qu'écoper de 7 ans en prison. Et je pense aussi à la mort de Danny Cooper, militante locale ici, tuée par les forces policières de North Vancouver. Il y avait juste à peine 2 ans, dans le cadre d'une so-called wellness check. Est-ce que ça, c'est la justice? Est-ce que ça, tu peux amener ça à un tribunal puis espérer que tu vas avoir de l'argent ou quelque chose? Puis est-ce que le système judiciaire criminel, ça protège réellement le monde ou est-ce que plutôt c'est une réponse qui va tenter de venir rentrer en dedans après les faits pour punir les soi-disant agresseurs sans offrir de protection, sans offrir de ressources, sans offrir rien, pantoute, aux victimes, aux survivantes? C'est une question rhétorique. Donc, où sommes-nous maintenant? Malheureusement, je vais le dire, les dernières années ont été assez dures. Puis on commence à vivre un peu dans un monde où est-ce que les faits n'importent plus, parce que la désinformation se fait légitimer des journaux scientifiques, puis se fait permettre, justement, se fait insérer éventuellement dans les tribunaux. Les faits n'importent plus. Donc, on voit comment est-ce que, par exemple, en Floride ou dans plusieurs États américains, la désinformation va aller des groupes extrémistes à des journaux scientifiques et spécifiquement aux tribunaux pour ensuite être légiférés. C'est des mesures qui vont être... La discrimination va être blanchie. It's the laundering of disinformation. Imagine ça. C'est ça le monde dans lequel nous vivons, puis c'est un phénomène qui commence à nous frapper ici même au Canada ces derniers temps. La machine Ainers fonctionne à temps supplémentaire à cette heure. Tu as tellement de cas où est-ce que des personnes trans qui essaient justement de se défendre ont dû prendre des recours assez extraordinaires, en mon opinion honnête. J'en vois les cas où est-ce que des parents
poursuivent leurs propres enfants, parents suing their own kids, afin de les empêcher d'obtenir de l'hormonothérapie, et qui veulent outer leurs enfants aux médias, malgré les ordonnances du tribunal. They become crusaders, deviennent des crusadeurs pour les causes anti-trans et l'extrême droite. Comme dans le cas AB contre CD, que vous avez, je pense que c'est celui au centre ici. C'en est l'exemple parfait de comment est-ce que nos tribunaux ne sont pas équipés à gérer les cas de haine et comment est-ce que les personnes qui vont venir attaquer la communauté sont capables de le faire en toute impunité. Puis en contrepartie, tu as des cas de jeunes de 13-14 ans qui vont être forcés à poursuivre leurs propres parents pour accéder à des soins de santé trans affirmatifs. Est-ce qu'une jeune de 14 ans peut se payer 50 000 $ en horaire d'avocat? Ça aussi, c'est une question rhétorique. Tu as aussi des cas de parents qui poursuivent leurs écoles afin d'exclure des enfants de cours d'éducation à la sexualité, surtout eu égard à l'identité de genre, parce que les personnes trans sont tellement dangereuses pour leurs enfants que apprendre sur nous va intoxiquer leur cerveau pour le restant de leur vie. Tu as des cas de professeurs d'écoles secondaires qui vont poursuivre le gouvernement afin d'avoir la permission de outer une de leurs étudiantes trans à leurs parents sans le consentement de l'étudiant. Imagine ça. C'est un cas réel sur lequel je travaille. Voir à gauche. Mais, en même temps, c'est possible de remordre. C'est possible de se défendre. Je sais que, moi, d'habitude, je ne suis pas tellement une fan des mondes corporatifs et tout, mais j'aimerais bien ça reconnaître à quel point est-ce qu'on a réussi à quel point est-ce que nos communautés ont réussi à se prévaloir de nos institutions ici pour mordre, pour dire que non, on ne va pas laisser la haine passer. Ici à gauche, c'est moi qui dépose un acte d'intervention avec une de mes avocates sur ce dossier concernant un professeur transphobe. À droite, c'est le jugement Hadsman contre Neufeld, la première fois où est-ce que les enjeux des personnes trans ont été racontés à la Cour suprême. Regarde la liste des organismes communautaires queer qui ont intervenu dans cette cause-ci. Même si c'est une cause qui concerne comme deux personnes qui n'ont aucun rapport avec la communauté. Imagine ça, des personnes venant à notre défense. Il y a du bon travail qui se fait à cette heure. Par exemple, il y a des recours d'Égal Canada contre, par exemple, le gouvernement de l'Alberta ou d'autres recours qui sont utilisés justement pour protéger les personnes les plus vulnérables à cette heure. Des organismes qui vont venir comme dire « Non, on ne va pas laisser ça passer. No passaran. » C'est possible. Change is possible. Le changement est possible. Il faut bien qu'on se défende pour ça, tiens. Et sur ça, n'oublions pas aussi que les interdictions sur les soins d'affirmation de genre, entre autres, vont dévaster nos communautés. Je pense que c'est déjà un acquis pour vous autres, que c'est quelque chose qui va tuer du monde. Une chose que, je ne sais pas si ça a tellement poigné des nouvelles, mais il y a eu déjà des cas de personnes trans qui se sont suicidées en face des propositions de loi anti-trans de Danielle Smith. Une récente étude de Nature concernant les lois anti-trans aux États-Unis, c'était plus comme en 2021-2022, avant que la récente explosion de lois anti-trans a vraiment comme pris lieu, mais disons que ça a explosé à un tel degré que le taux de tentative de suicide au sein des jeunes trans en dessous de 18 ans a augmenté d'un facteur de 72 %. Est-ce que ça, c'est normal? C'est aussi une question rhétorique. Mais en même temps, il est possible de résister. Qu'est-ce qu'on peut tous faire? Je sais que je vous ai donné un peu un overview du système juridique, du monde dans lequel nous vivons, mais que pouvons-nous faire ici dans la salle? Est-ce que vous autres, vous avez des idées? J'en vois pas vraiment les mains, donc j'ai peut-être commencé cette conversation, puis après, on peut aller utiliser le Q&A afin de jaser un peu plus de ça. Quand ça vient à militer,
moi, j'ai une de mes expressions favorites, c'est résister et fleurir. De résister, de militer, converser avec des autres, puis de fleurir, de refuser d'être tué. To refuse to be stomped. Imagine donc. Il est possible de faire changer les choses, non seulement en militant, mais aussi en jasant avec d'autres mondes. Militer, c'est sûr que ça peut se faire dans nos sphères institutionnelles. Ça peut être une conversation entre professionnels. Ça peut être une personne qui va aller dire à son collègue « Yo, that's fucked up, bro ». Quelque chose comme ça, ça fait une différence. Ça fait une différence. Être tenu responsable, c'est... Être tenu responsable, ça fait peur. Puis beaucoup de monde peuvent être convaincus comme ça. Il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'une simple conversation comme ça peut avoir. C'est l'une des manières qu'on peut lutter contre la désinformation scientifique, contre comme des formes de blanchissement telles que la Cass Review puis son équivalent en Floride, qui justement sont responsables des pires lois anti-trans que nous vivons à cette heure. Mais en même temps, avoir des conversations, c'est nécessaire. C'est un moyen par lequel nos professionnels, les membres de nos communautés, on peut finalement travailler à humaniser notre existence même. Je sais qu'il y avait une époque au sein des cercles militants queer au Canada où est-ce qu'on disait « c'est pas ma job d'expliquer tout à tout le monde ». Malheureusement, je pense que c'est pas comme ça qu'on va réussir. C'est pas comme ça qu'on va réussir à s'en sortir puis se bâtir des futurs pour nous tous. Plutôt, il faut que nous parlons. Pour celles qui sont dans le monde straight, la seule personne trans qu'elles voient, c'est la personne trans sur la télé. Ou peut-être la personne trans sur une barre à chocolat. Et malheureusement, trop souvent, cette personne-ci va être distortée par des plateformes telles que Twitter. C'est bien le fun, n'est-ce pas? Mais également, il ne faut pas que ce soit juste comme ça. Il faut que nous commencions à avoir des conversations avec d'autres personnes. Il faut aller connaître les portes des autres. Rencontrer ses voisins. Aller leur dire « Hey, est-ce que ça va? » Puis jaser. Bâtir les liens, bâtir les solidarités. Se plaindre ensemble de choses telles que le haut coût des appartements, puis comme le prix comme pour aller faire l'épicerie, puis tout. Se plaindre ensemble, lutter ensemble. Les relations peuvent fleurir dans les circonstances des relations, des amitiés, même l'amour, ça fleurit dans les circonstances qui peuvent être parfois assez, je dirais, absurdes, mais aussi comme assez non conventionnelles. Le droit, comme, ce n'est pas l'endroit où est-ce que tu changes des cœurs, des esprits. It's not where you change hearts and minds. Même si ça peut être quelque chose même si ça peut en faire partie de nos luttes. Quelqu'un qui attaque SOGI 123 va bien se attaquer SOGI 123, tiens. Peu importe le nombre de protections, peu importe le nombre de lois concernant les droits de la personne qui vont justement être instituées par les gouvernements. Et c'est pourquoi c'est aussi important de venir parler à l'autre monde. Pour citer Kai-Chin Tom, il y a un pouvoir à écouter à nous autres, à nos collègues, à nos voisins, à écouter à peur en dessous des rhétoriques. Pour plusieurs parents, c'est la peur de l'échec de protéger leurs enfants, de guider leurs enfants, de passer leurs valeurs, leurs traditions à leurs enfants. C'est ça qui fait peur. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Surtout avec les personnes qui ne sont pas des transphobes de carrière, mais en même temps ne connaissent pas nécessairement autant que ça sur les personnes trans, c'est-à-dire la grande majorité de la société. Tiens, je veux dire, on peut bâtir des liens. On peut bâtir des liens avec les mouvements tels que le mouvement syndical, solidarité avec les travailleurs de Post Canada d'ailleurs. Et aussi, c'est possible de bâtir des liens un peu partout aussi. La loi ne va que nous amener aussi loin que ça. Pour faire des changements transformatifs, il faut que nous bâtissons une solidarité entre mouvements sociaux. Regardez à quel point est-ce que la crise du logement en ce moment empire. Regardez à quel point est-ce que nos gouvernements sont négligents. Il y a des endroits où est-ce que tu peux venir joindre les causes. C'est facile. Et j'aimerais bien ça dire. C'est sûr que même si une loi anti-trans, ça demeure quand même une loi anti-trans,
Une loi anti-locataire, c'est aussi une loi anti-trans. Une loi qui enlève des protections pour des travailleurs, c'est aussi une loi anti-trans. Une loi pour faire rentrer des salariés à la job ou pour kick-out des personnes sans abri de leur campement, ce sont des lois anti-trans. I hope that's clear. Et j'aimerais bien ça que nous reconnaissons à quel point est-ce que c'est important que nous continuions à nous organiser. Le monde a organisé long avant que les droits humains aient été protégés. Tiens, c'est nice puis tout d'avoir une charte canadienne écrite sur papier. C'est bien d'avoir ça, mais ça demeure un bout de papier écrit par une institution colonialiste afin de maintenir comme un certain ensemble de valeurs qui ne vont pas nécessairement protéger tout le monde, qui vont toujours laisser du monde à la rue, qui vont toujours laisser du monde à mourir de négligence. C'est pas comme ça qu'on va survivre. Les populations autochtones mondiales, from Turtle Island to Palestine, ont continué à résister des tentatives de vol de leurs terres et des pratiques assimilationnistes depuis longtemps. Les travailleurs autour de cette planète bleue ont protesté des conditions aberrantes de travail depuis longtemps. Qui ici se rappelle de la grève des travailleurs à Winnipeg de 1918? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Apprenez-y sur le mouvement syndical. Vous en avez besoin? Ce n'est pas de rien, ce n'est pas de nulle part qu'on a maintenant comme des semaines de 5 jours, voire des semaines de 4 jours de travail. C'est à cause de nos mouvements sociaux. Et c'est en militant ensemble qu'on va réussir à gagner encore plus. Nos populations racisées ont lutté longtemps contre le racisme. Lutté longtemps pour s'assurer qu'il y ait de la tortue, soit un endroit où est-ce que tout le monde puisse vivre en toute équité. Les queers de notre planète ont depuis longtemps résisté génocide après génocide après génocide à travers la planète. Même si cette nouvelle vague de lois anti-trans devient un génocide, ce qui peut l'être, je vais être très honnête, ça pourrait le devenir. On peut quand même y résister. We can fight back. On peut lutter contre. And we can win. On peut gagner. OK. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut nous arrêter de bâtir des mouvements sociaux progressistes. Un mouvement dans lequel nous pouvons tous vivre ensemble en solidarité. Certes, les lois anti-trans font peur. Je sais que le monde dans lequel nous vivons à cette heure fait peur. Mais en même temps, ce n'est pas avec la loi qu'on se protège. C'est en marchant dans les rues. C'est en allant justement militer. C'est en bâtissant les solidarités qu'on va réussir à s'en sortir. J'ai écrit mes notes ici en anglais, c'est sûr. Mais je vais vous lire la dernière phrase que j'ai. The law won't save us, but we can. La loi ne va pas nous sauver, mais nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Tiens, nos communautés militent. Nos communautés ont été là depuis longtemps. Et je veux dire, si on n'est pas capable de continuer à marcher dans les rues, on peut marcher dans les trottoirs, on peut marcher dans les bâtisses, on peut marcher n'importe où. Et c'est nos forces qui vont nous sauver. Et c'est l'amour qui va nous sauver aussi. N'oubliez ça non plus. Bâtissez vos liens avec vos amitiés. Si vous n'avez pas encore rencontré une personne nouvelle au présent congrès, parlez-en à quelqu'un. Make a friend. Rencontrez quelqu'un. C'est ça qui va nous permettre à survivre à long terme. Ce n'est pas en s'isolant puis en tentant de survivre toute seule qu'on va s'en réussir. C'est en étant ensemble en tant qu'une communauté qu'on va s'en sortir. Merci tout le monde. Thank you, everyone. Chris, mon café est tout prêt. OK. On a, je pense, 12 minutes pour des questions. Je pense qu'on a un... Je ne sais pas sûr comment on va... Do people go up to the mic?
Je connais ces choses. Aussi, faites poser vos questions en français ou en English. I'm fully anglophone as well. Mais moi, je veux essayer en français. Bonne idée. Sorry, I'm asking the first one in English. But how would you suggest educating queer individuals and youth on government, like language, like the language of government and the laws that are coming into place? How can we educate individuals on like how to stop them, I guess? Absolutely. I'll say first and foremost, one of the most important things we need to acknowledge is that our community, this is with all due respect, I'm gonna insult y'all. This community absolutely sucks at public legal education and political literacy. This community sucks at that, and that needs to change. Now the question is, how do you change that? And that's where you know, chat to folks, build workshops, do teach-ins, do these occasions in which, you know, we're able to actually converse properly about anti-trans legislation and other such things. Not just that, but also the broader framework in which we live. I'll just give you an example here. The reason why Danielle Smith's puberty blocker ban takes the form of punishments through medical licensing authorities is because she does not have authority over criminal law, which is a federal matter. If you understood that, like, you'd know instantly why. I predicted that was going to happen, but law folks were fearing criminal penalties when that is absolutely not possible. It's things like that that need to be taught. And for that, what I would suggest is do teaching with like some fellow law profs or like folks, you know, who are involved within legal clinics or the legal sphere. There's people all across the country doing this kind of work. Whether they're people just running like grassroots trans ID clinics, of which I run many, as well as, you know, other initiatives. I'm not sure, where are you from? Vancouver? Go talk to Barbara Finley or Adrian Smith. They're wonderful human beings who have such in-depth knowledge of trans people and the law, and like they could very much do like a little teaching on like law and policy 101 for y'all, you know? That's what we need for community. We need, you know, we need folks to understand the principles that govern, you know, the hateful regimes in which we live. And that's how we begin. Know thy enemy. J'envoie les micros. Ouais, je vois une main. Hi, pardon my English. I have two questions of two different tensions with this kind of work. Thank you so much for your talk. The first one is the tension between the forgiving solidarity that's needed for solidarity across different movements with different opinions and different levels of knowledge about us, versus the bashback, like demand our freedoms immediately, and that tension over there. And the second tension is the phantasm of gender that makes it seem to the right wing that we want to like destroy everything and mutilate everyone, versus the fact that like what we want is just to live. And so like how do we fight back when what they are fighting is something so like existential, and like the reality of what we're fighting for ends up being these lukewarm, like, oh, maybe put a sign on a bathroom and like my coworkers can still misgender me because we can't really police that. Anywho. Yeah, thank you. That, I have two answers. So first and foremost, I'll say very clearly, compromise is not an answer. That's answer number 0, in fact. Compromise will never be an answer. I've seen it, you know, with Democrats in the US and like other folks, even here, you know, pundits saying, should we just abandon trans women playing sports, even though there's just like 1 or 2 of them, etc. Like, don't abandon them. As soon as you open the door to inequality, you're opening the door to inequality for all marginalized groups, and you're opening the door to all sorts of inequalities as well. Ceding ground is never an option. But at the same time, building solidarity, and that's where my other answer comes in. The important part is to acknowledge that, you know, these truths can coexist, that there needs to be people who throw bricks at windows, Stonewall style, who do it in 2024 despite heightened surveillance of protest movements. You know, throwing bricks at windows, it's never going to be popular. That is a fact.
throwing stones at windows. No one's gonna like that. But that's necessary. You gotta disrupt to make things happen and to make them listen to the folks who are gonna come build movement solidarity and who are gonna come, who are gonna preach to unions how important it is to fight with trans people, with women, with queer folks, with people from all different parts of society against each and every form of attack. We need solidarity that is cross-movement like this, and I mean, of course, throwing bricks might not be the best time for that, but hey, isn't that what it takes? Can't believe I just incited folks to commit crimes on a stage. Thanks so much for your presentation. Is it me? Yes, okay. I'm noticing there seems to be this like wave of laws restricting folks' ability to change their names if they have a criminal record, and that doesn't seem to be, this is helpfully highlighted in your info sheet, this doesn't seem to be explicitly motivated by transphobia, but obviously it has anti-trans effects, and I'm wondering if you have a sense of like where that wave is coming from, like is there some lobby group that this is like their issue, or like just, do you have a sense of what's motivating that? Oh, it's fear-mongering. It's fear-mongering, period. Except instead of fear-mongering about trans people, they're fear-mongering about so-called criminals, which is at the end of the day just a construction of what someone is. We're seeing it with different examples, like especially here in BC, the Name Act. It's abhorrent. There's no exceptions. If you have like, for example, a criminal harassment charge from like 30 years ago, good luck. You're not getting your name changed ever. I personally see, this being potentially something that could be challenged on the basis of the Canadian Charter, but at the same time, it's important for us to like denounce these as they come out. I'll say, this is something I present to like some more radical groups out there. I'm not sure how well you are going to take it, but this is one of my hot takes. Sex offenders have charter rights too. And if you abandon them, you're opening the door for all other sorts of like stuff. I would say, as horrible as anyone can be, I say this as a survivor myself, as horrible as someone can be, if you let someone someone lose their civil rights, you're opening the door to other folks losing civil rights. I see a question there in the back too. Someone has had their hand up for a little bit. Yeah, hi, thank you, that was amazing. I like the fact that you touched on the solidarity between unions and everything and women's movements. But like, I grew up way back when, and I saw the women's movements. I saw the gay rights movements. I really think that for us to really begin, we have to start educating the people in those movements, because we're not all united. We all have differences. Just look at the last election in the United States. We had women voting for Trump. We had black people voted for Trump. We had gay people voting for Trump. I mean, really, I think we have to start with ourselves before we can build the movement you're talking about. But I agree with you, we do need that movement. And, it's sad where we are now, people. So my question is, how can we go about that? Because I'm not going to lie, I have so many gay friends who have no idea what trans is. Okay? Mm-hmm. I have so many black friends. The homophobia in our community is so nasty when it comes to trans people. How do we go about trying to change the minds of people who religion has fostered and told them we're all demons, we're all going to fucking hell. And if I go there, Satan better watch out. Thank you. No worries. I'm sorry if I interrupt your clappings. It's just like, we're working a clock here. But my answer to this would be, these are not things. It's like, what if you have like deeply rooted like hateful views and ideas, etc. I personally am of the opinion that's not something that we can resolve through EDI workshops. It's not something that we might be able to resolve through like Trans 101s that we teach in like schools or all these other places. It's not through programs like Soji 1 to 3 if they already have like these preconceptions. But these are the places where like it's so important for like neighbors and folks who might not be directly affected, but who might be who might still, be in solidarity to reach out. Trans folk, unfortunately, don't have access to so many spaces. I'll say it, myself, I probably could never step into into a transphobic church because I'd be instantly kicked out. But like, there are folks out there who are able to step in. I'm speaking to the allies in the room here. Y'all know what to do. And that's how, and it's through one-on-one conversations.
It's through talking with others and, humanizing the other. That's how the other no longer stays the other. You gotta make the other us. And that's where we begin. I'm not sure we have one more. Merci Céleste pour ta présentation. Elle a été une inspiration pour moi au Québec. Alors, merci beaucoup. J'ai une question. Tu as mentionné dans ta présentation que le droit ne peut pas nous sauver, mais on peut l'utiliser pour avancer. Mais aussi, le droit est souvent instrumentalisé aux États-Unis ou ailleurs. Comment on gère cette nouvelle réalité? Tu l'as mentionné que c'est aussi de plus en plus ça au Canada. Donc, comment on gère ça? Je dirais que l'important ici avec le droit, c'est de comprendre un peu comment est-ce que le droit fonctionne au sein de nos communautés. Ça a toujours été un parmi tellement d'outils différents qu'on peut utiliser, puis surtout dans notre époque actuelle où est-ce que de plus en plus les protections juridiques cessent d'exister, entre autres avec la clause dérogatoire que je n'ai pas mentionnée, mais je sais que ça fait peur. Il faut reconnaître que le droit ne va pas toujours nous sauver, mais c'est souvent quelque chose que l'on peut quand même utiliser de temps en temps. J'imagine par exemple un cas où est-ce que quelqu'un se fait congédier de sa job à cause de transphobie. Tu n'as probablement aucun recours, sauf soit name and shame ou une poursuite. Et c'est là que le droit rentre dans nos mouvements sociaux. C'est en tant que levier, parmi plusieurs autres. Ça ne va pas remplacer nos besoins à bâtir des solidarités et nos besoins à bâtir un mouvement social ensemble. Mais ça demeure quand même une chose très importante pour s'assurer que justement nous pouvons justement se défendre de manière légale. Please join me in giving a big round of applause to Celeste. Thank you so much, Celeste, for your keynote. An honor and a pleasure, always and forever. Always a pleasure, too.